Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau live en français. Merci beaucoup de nous rejoindre. On ne pensait pas être autant en pleine haute saison ou juste avant la haute saison. Donc c'est très chouette. Je vois que l'horaire 11h midi, ça a l'air de bien fonctionner. Donc je pense qu'on continuera comme ça pour les prochains lives. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où vous venez. Je vois qu'il y a vraiment plein de départements différents, donc c'est super chouette. Merci beaucoup Marie de me rejoindre aujourd'hui pour ce live. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur cette chaîne. Merci pour ton invitation et effectivement, je vois que le sujet a l'air de plaire, donc j'espère qu'on pourra répondre à toutes les questions des participants. Comme il fait déjà hyper chaud, je pense que c'est un très bon sujet. Vous pouvez voir que mon décor derrière a une petite glacière pour être bien dans le thème. On est entre l'Alsace avec Marie et moi je suis à Séville, donc on a aussi des températures un peu extrêmes. Donc on verra comment faire pendant la haute saison. Je pense qu'on est déjà en plein dedans. On va parler sécurité, normes, etc. Si vous nous entendez pas, normalement vous devez cliquer. Alors on va le dire à Ursula. Dites-nous pour le reste si vous nous entendez, si ça fonctionne bien. Ursula, vous pouvez rafraîchir la page et cliquer sur le micro. Hop. Donc voilà, comment ça va se passer aujourd'hui? Très rapidement, je vais vous expliquer ce qu'est le DeFi. Vous pouvez voir que c'est un petit peu changé ces derniers mois, donc on en parlera très vite. Et après, on passera dans le vif du sujet avec Marie-Célestine qui nous parlera de la protection, comment être bien à jour sur les équipements, les normes de sécurité, la piscine avant et pendant la haute saison. Et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions pendant ce live, on se fera un plaisir d'y répondre. Et s'il reste un petit temps à la fin, on verra s'il y a des questions qui sont restées en suspens. Avant de commencer, on peut peut-être se présenter brièvement. Je pense que vous m'avez déjà vu sur cette chaîne. Moi, c'est Clara Messiaen, je m'occupe du marketing francophone chez Lodify depuis plus de 3 ans. Et souvent, la plupart du temps, voilà, j'anime ces rencontres en français. Marie, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi ou tu préfères le faire juste après? Non, je peux. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, je m'appelle Marie. Je travaille pour une agence depuis maintenant plus de 8 ans qui gère des meublés de tourisme sur l'ensemble de l'Alsace. On fait que de la gestion de meublés de tourisme et je suis également consultante pour une start-up française qui s'appelle SecureScore et qui aide les propriétaires et les gestionnaires à évaluer le niveau de sécurité des meublés de tourisme. Et du coup, je suis ici avec ma double casquette, le côté technique et connaissance de SecureScore et également le côté pratique et terrain de chez Cotoon. Donc c'est l'experte parfaite pour notre sujet du jour. Si jamais vous rejoignez ce live et vous ne savez pas vraiment qui organise, je vous dis très rapidement ce qu'on fait chez Lodify. Lodify, c'est un logiciel de location saisonnière tout en un. On s'adresse autant aux propriétaires qui ont 1, 2 ou 3 logements que aux petits gestionnaires de type conciergerie ou aux professionnels qui font de la sous-location. Et le but, c'est d'avoir un seul outil à disposition pour tout gérer toute la gestion locative, c'est-à-dire les réservations, le calendrier, les prix, votre page, vos annonces. Donc, on est un seul outil et ça comprend le PMS pour la gestion des réservations, le Channel Manager qui va faire en sorte que vous n'ayez pas de double réservation. Et on a la particularité aussi de pouvoir créer un site web de réservation directe. On a un petit peu changé la marque. Avant, c'était rose, maintenant c'est jaune. Donc, ça a un petit peu changé. Si jamais vous voyez qu'il y a un nouveau logo, etc., c'est ce qui s'est passé le mois dernier. La plateforme, comment elle fonctionne? Là, vous avez un petit graphe, mais en quelques mots, c'est le Channel Manager au centre, le gestionnaire de canaux qui va tout synchroniser ensemble. Dès que vous avez plusieurs plateformes sur lesquelles vous publiez vos annonces, c'est assez important de bien synchroniser les calendriers. Quand on le fait manuellement, ça peut être très fastidieux. On peut facilement arriver à avoir des doubles réservations, des réservations qui se chevauchent. Donc, le Channel Manager est très utile.
Ça veut dire que si vous avez une réservation qui tombe sur Booking, hop, le calendrier Airbnb sera bloqué. Voilà, donc le Channel Manager, c'est un peu l'outil central qu'on a au centre. Ça permet de connecter efficacement directement Airbnb, Abritel, Booking, Expedia. Il y a aussi la connexion e-call pour les plateformes un peu plus petites, comme Gîtes de France, par exemple. Et ensuite, on a la partie réservation directe. Donc, si vous voulez, au-delà d'utiliser les grandes plateformes, avoir votre propre site, et bien avec Logify, vous pouvez créer votre site. Si vous avez déjà un site, vous pouvez ajouter un moteur de réservation qui acceptera les paiements et les réservations des voyageurs. Et en plus, on est connecté à Google Location de vacances. Donc, si vous faites de la location directe, c'est assez pratique. Ça vous permet d'apparaître dans les résultats de recherche Google quand quelqu'un fait une recherche pour une location saisonnière, et vous pouvez apparaître dans les meilleurs résultats et ne pas payer de commission, ce qui est pas mal. Ensuite, il y a plein de fonctionnalités pour vous aider au quotidien. On a la tarification dynamique. On a cette tarification dynamique interne qui s'appelle Dynamic Pricing chez nous, mais on a plein d'outils connectés comme Beyond ou Pricelab, si jamais vous utilisez déjà un autre outil. On a SmartLog qui connecte tous vos serveurs connectés. On a plein d'outils qui vous aident à automatiser les tâches. Vous pouvez envoyer des messages automatisés tout au long du séjour des voyageurs. On peut vous aider à créer directement les messages sur mesure pour chaque réservation. Comme ça, vous ne devez pas à chaque fois renvoyer manuellement les messages. On a pas mal de modules avancés. Donc, si vous faites de la conciergerie, vous avez la possibilité de regarder les performances de chaque logement. Et d'envoyer aussi aux propriétaires des informations sur comment se déroule la location des logements. On a toute la gestion des tâches, si vous avez une équipe de ménage ou une équipe qui s'occupe de la maintenance. Et on a aussi, depuis peu, l'enregistrement des voyageurs en ligne qui se fait de manière automatique. Donc, vous pouvez envoyer directement des formulaires de check-in pour éviter de faire le check-in sur place. Voilà, il y a plein d'outils. Maintenant, il y a de plus en plus d'outils AI aussi pour essayer de faciliter au maximum toutes les tâches un peu fastidieuses. Et si au-delà de ça, vous n'êtes pas satisfait, il y a un tas d'intégrations sur la marketplace qui peuvent vous aider à ajouter encore plus de solutions. On est intégré avec les plus grandes entreprises du secteur comme Pricelab, Tourneau, Sweetly pour les cautions, Beyond pour la tarification, Nookie pour les serrures, Minute pour les détecteurs de fumée. Enfin, il y a vraiment de tout sur la marketplace, donc n'hésitez pas. Et si vous cherchez un outil pour gérer vos locations, chez nous en ce moment, alors je vous annonce ça un peu tard, c'est jusqu'à ce soir minuit, on a une promo en été, enfin tout le mois de juin. On a moins 50% sur 2 types d'abonnements, les abonnements professionnels et Ultimate. Donc vous pouvez aller faire un tour sur la page pour voir les tarifs. Ils sont indiqués clairement en fonction du nombre de biens. Et donc voilà, ça vaut le coup peut-être d'essayer en ce moment. Et chez nous, il y a toujours 7 jours d'essai gratuits, une équipe en français qui est derrière, et vous serez accompagné dès que vous lancez avec le logiciel. Donc voilà, si vous cherchez un outil, c'est peut-être le bon moment de se lancer juste avant la haute saison. Voilà, maintenant je pense qu'on peut se lancer sur notre sujet de la protection, de la sécurité avec Marie. Je vais la laisser présenter tout de suite. Alors effectivement, je vais prendre le relais. On va passer tout de suite dans le vif du sujet. Pour information, la présentation, je l'ai fait en plusieurs parties, vraiment de la sécurité et de la norme pure au début, et ensuite, comme on est à l'approche de la haute saison, un petit peu de tips et d'éléments qui peuvent vous aider justement avec la haute saison et les températures estivales et mieux répondre aux demandes des voyageurs. Alors, la grande question que souvent on se pose, c'est la limite entre habitation et ERP. Donc l'ERP, c'est les établissements recevant du public. En fait, dans les normes, vous avez une limite du nombre de personnes que vous pouvez accueillir dans votre meublé de tourisme en restant meublé de tourisme classique en réglementation habitation. Une fois que vous allez passer ce seuil, vous allez passer à ce qu'on appelle en ERP, donc en établissement recevant du public. Et là,
ça devient un peu plus complexe. Il va falloir des autorisations administratives, il va y avoir des visites de la commission de sécurité, des équipements supplémentaires en termes d'issues de secours, en termes d'équipements d'alerte incendie. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, des fois seulement pour une personne en plus, et l'investissement n'est pas toujours rentable. Donc, à ce niveau-là, comment vous savez si vous êtes en habitation ou en ERP? Le chiffre à retenir, c'est le chiffre de 15. À partir du moment où vous avez dépassé ce nombre, vous allez basculer de catégorie. Donc, votre logement, s'il accueille jusqu'à 15 personnes, c'est adultes, enfants et bébés compris. Je sais que sur de nombreuses plateformes, dont Airbnb, les bébés ne comptent pas. Malheureusement, le jour où il y a un incident, les bébés comptent pour une personne et les pompiers vont chercher le bon nombre de personnes. Moi, à la base, je viens de l'hôtellerie et c'est vrai qu'on avait toujours un listing parce qu'il fallait qu'on dise aux pompiers combien il y avait de personnes dans chaque chambre pour qu'ils puissent savoir combien il y avait de personnes à évacuer. Là, c'est un petit peu sur la même idée, c'est que votre logement, c'est 15 personnes. Donc, moi, la recommandation que je vous donne, notamment sur vos annonces, si vous avez un logement qui, justement, peut accueillir 15 personnes, mettez une petite remarque dans les règles du logement, dans les conditions de réservation, en indiquant bien que c'est 15 personnes maximum, adultes, enfants et bébés compris, ce qui va vous permettre derrière, notamment avec les plateformes qui ne comptent pas les bébés, d'être couverts et de pouvoir demander une annulation sans pénalité pour vous si une personne réserve pour 15 adultes et 2 bébés. Parce que 15 adultes et 2 bébés, vous ne pourrez pas les accueillir en réglementation habitation, vous basculez en ERP. Voilà. Une petite nuance qui est un peu plus technique. Jusqu'à maintenant, je vous parlais dans le logement, donc dans votre appartement ou dans votre maison. Alors pour une maison, la problématique se pose pas trop. La problématique peut se poser pour un immeuble. Vous avez effectivement dans certaines villes des immeubles qui sont uniquement des meublés de tourisme, où il n'y a rien d'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la copropriété est en monopropriété, donc c'est qu'un seul propriétaire qui a tout l'immeuble, ou en monoactivité, ça veut dire que l'ensemble de l'immeuble est en meublé de tourisme, le chiffre de 15 s'applique à l'immeuble. Donc, si vous achetez un petit bâtiment en ville en 3 étages ou 4 étages et que vous voulez faire 3-4 logements dedans, bien faire attention à ce que cette limite ne soit pas dépassée, sachant que ce qui va être également pris en compte, c'est vos annonces. Donc, quand vous faites la répartition, si vous avez une demande et que vous avez un logement qui n'est pas occupé, vous pouvez pas dire au client, normalement cet appartement il est pour 4, là j'accepte quand même un bébé parce que j'en ai un autre qui est vide. Ça marche pas comme ça malheureusement. Donc c'est 15 personnes maximum dans l'immeuble si vous êtes en monopropriété ou en monoactivité. Alors là, les vacances scolaires vont arriver et vous allez avoir des demandes pour notamment les enseignants qui préparent la rentrée avec les classes vertes, les prochaines sorties. Il y a 2 spécificités à bien prendre en compte. Ça va être les séjours avec les enfants qui ne sont pas accompagnés de leurs parents. Généralement, c'est rarement des enfants en bas âge, mais vous avez, alors nous, comme je vous le disais, je suis en Alsace, on a assez régulièrement des demandes d'enseignants qui viennent pour visiter les institutions européennes à Strasbourg. On est obligé d'en refuser régulièrement parce qu'en fait, vous avez une limite. Pareil, qui dépend de l'ERP. Vous pouvez aller jusqu'à 6 enfants non accompagnés de leurs parents. Et il faut du coup, par logement, il faut 6 enfants plus un accompagnateur par logement. Donc quand vous avez des groupes de 30 élèves, vous avez rarement 5 accompagnateurs pour avoir 5 logements différents. Donc ça, c'est pour les mineurs non accompagnés de leurs parents. Alors, on sait qu'il y a des fois, il y a des réunions de famille, des grandes familles. Soyons honnêtes, on parle vraiment d'événements
type sorties en club, les clubs sportifs qui viennent pour des événements dans vos secteurs, les voyages scolaires, ce genre de choses. Si c'est les grands-parents qui viennent avec leurs 8 petits-enfants, bien sûr que vous n'allez pas les refuser. Ça, voilà. Mais parce qu'il y a un lien de famille direct. Donc voilà. Là, on parle vraiment de tout ce qui va être effectivement sortie scolaire, voyage scolaire, club sportif, ce genre de choses. Et également les personnes en situation de handicap. Vous avez sur certaines périodes, quand vous avez des événements, notamment dans vos régions ou vous êtes des régions plutôt touristiques, vous allez parfois avoir des demandes d'instituts, d'associations qui viennent avec des personnes en situation de handicap. Donc, il va y avoir un premier frein pour ceux qui ont un handicap moteur parce que effectivement les normes PMR, donc pour personnes à mobilité réduite, sont assez strictes, donc ça fait déjà un petit peu d'écrémage dans les logements. Mais par contre, pour les personnes qui ont plutôt des handicaps psychologiques, il faut bien préciser aux personnes qui vous font les demandes que vous avez des logements qui ne sont pas ERP, qui sont des logements d'habitation classiques, donc des copropriétés classiques. Pourquoi je vous fais cette précision? Il y a quelques années, malheureusement, on a eu un drame en Alsace avec un bâtiment qui a pris feu et il y a eu 11 morts. Le logement aurait dû être en ERP et en fait, ce logement accueille des personnes en situation de handicap plutôt psychologique et le logement n'était pas adapté, les consignes les équipements incendie et d'alerte n'étaient pas adaptés à un accueil d'un aussi grand nombre, mais également le fait que ces personnes-là n'ont pas les mêmes réflexes et ont besoin d'un peu plus d'accompagnement, sans vouloir les stigmatiser, mais c'est important de bien le préciser parce que la plupart des associations et des institutions ont reçu des consignes suite à cet événement qu'il y a eu en Alsace pour ne plus aller dans des meublés de tourisme classiques qui ne seraient pas ERP. Alors, le but, c'est pas de vous faire peur et de vous fermer une clientèle, c'est simplement d'anticiper parce que si effectivement il venait à se passer quelque chose pendant le séjour, c'est vous qui seriez responsable et certaines assurances ne couvrent pas toujours. Elles ont tendance à avoir des petites clauses toutes petites qu'on ne lit pas obligatoirement et qu'on découvre après. Donc c'est important de bien être précis. Vous avez des associations qui sont conscientes que vous n'êtes pas ERP et qui ont les autorisations et qui ont des assurances aussi en conséquence ou un nombre d'accompagnateurs également adaptés pour pouvoir gérer. Donc l'important, c'est vraiment la communication et d'être précis dans les éléments que vous donnez. Alors, le vif du sujet pour la saison actuelle, ça va être les piscines. Je sais qu'on a régulièrement des questions et des demandes concernant les piscines. Donc, au niveau des piscines, on va faire deux distinctions. On va avoir les piscines privées à usage privatif et les piscines privées à usage collectif. Alors cette dernière, la phrase est un peu bizarre, effectivement, ça paraît bizarre de mettre privé et collectif dans une même phrase, mais c'est effectivement les termes qui sont là. Alors la piscine privée, en fait, c'est la piscine que vous avez vous à la maison. C'est la piscine, ça fonctionne également pour les jacuzzis, que vous proposez aux voyageurs d'un logement et uniquement à ces voyageurs-là. Donc, si vous avez des petits bungalows dans votre parc et que chaque bungalow a son jacuzzi, ou que vous avez plusieurs villas et que chaque villa a sa piscine, là on est sur une piscine privée à usage privatif. L'accès, la gestion est assez simple, un entretien régulier et après des équipements aux normes en termes de sécurité. Là où ça va se complexifier, ça va être la piscine privée à usage collectif. Alors, la piscine privée à usage collectif, c'est quoi? Ça va être la piscine que vous pouvez avoir dans une copropriété. Selon les zones où vous êtes, vous avez des copropriétés qui ont une piscine pour l'ensemble des logements. Vous avez également, quand vous avez des chambres d'hôtes et que du coup vous proposez votre piscine aux clients des chambres d'hôtes durant le séjour, ou que vous avez une piscine qui est partagée par plusieurs logements. Donc là, effectivement, on va basculer dans ce qu'on appelle une piscine privée à usage collectif. Et à partir de ce moment, on va complexifier un petit peu le travail pour vous derrière.
Alors, la piscine à usage privatif. Donc, comme je vous disais, c'est assez simple. Votre obligation, c'est pour les piscines partiellement enterrées ou totalement enterrées, ça va être un dispositif de sécurité. Vous pouvez choisir le dispositif que vous souhaitez dans la liste. Donc, ça va être la barrière de protection, l'alarme, la couverture de sécurité ou l'abri. À chaque fois, chaque équipement a une norme, donc vérifiez bien avant de commander, vérifiez vos factures ou les références du produit que vous avez pour être sûr qu'elles soient bien aux normes. Cette norme est obligatoire également pour vous à titre privé à la maison. C'est pas uniquement pour les meublés de tourisme, c'est tous les propriétaires de piscines partiellement ou totalement enterrés qui ont une piscine, ces normes sur les équipements sont obligatoires. Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est mieux de combiner les dispositifs de sécurité. Dans le sens où, quand vous avez une barrière de protection, une fois que vous avez passé la barrière, eh ben, vous avez plus de protection. Donc, généralement, c'est intéressant de la combiner avec une alarme. L'alarme, c'est un petit dispositif qu'on pose sur le bord de la piscine et quand elle n'est pas désactivée, quand une personne plonge, ça déclenche un signal sonore. Donc, ça peut être très intéressant, notamment également quand vous avez des couvertures, parce que le voyageur va découvrir le matin la piscine et va se dire « Ah j'y retourne cet après-midi, je vais pas remettre la couverture ». Sauf que pendant ce temps, lui va aller préparer à manger, les enfants vont en avoir marre d'attendre et vont se dire « Je vais faire un plouf ». Et c'est à ce moment-là, en fait, que le risque est très important et tout l'intérêt d'avoir une alarme supplémentaire. Et bien sûr, ne pas oublier de sensibiliser les voyageurs, bien les informer. N'hésitez pas à mettre des notices avec des photos, à les faire traduire pour que les voyageurs aient bien toutes les informations. Et mettez bien en avant les numéros des secours, les consignes également. C'est un peu comme quand vous prenez l'avion. Quand vous prenez l'avion, la première chose qu'on vous explique, c'est les consignes de sécurité. Généralement, et je pense que tous ceux qui sont dans cette présentation n'ont jamais eu besoin, et en tout cas je vous le sais, de ces consignes de sécurité, mais on vous les rappelle. Parce qu'en fait, quand vous avez l'information et que vous êtes informé dès le début, les éléments, vous les aurez en tête s'il y a un incident qui se produit. Peut-être qu'on peut revenir juste sur la slide d'avant. Il y a une question de Franck Oui, sur la capacité. Il demande si la limite de 15 personnes, c'est sur l'ensemble de la propriété ou si c'est par logement. C'est par logement. Si vous avez des bungalows sur la propriété, ça sera 15 par bungalow ou par chalet. Parce que lui nous dit « Je souhaite louer des gîtes de 14 personnes distincts de chambres d'hôtes de 4 à 6 personnes dans ma maison et sur un terrain commun. » Et donc, il demande comment s'applique la limite. Si c'est des bâtiments séparés, on est bon. C'est ce qui permet notamment à certains logements de pouvoir accueillir plus de 15 personnes. C'est que vous allez avoir en fait 2 logements autour d'une piscine. Et chaque logement peut par exemple accueillir 10 personnes. Ça vous fait ça vous fait une capacité d'accueil de 20 personnes. Mais comme on est sur 2 bâtiments distincts, on n'est pas en ERP. Ok, et il y a Hugo qui nous demande aussi qu'en est-il des piscines hors sol? Est-ce que c'est les mêmes normes pour tous les types? Non, les piscines hors sol n'ont pas toutes ces restrictions. Après, effectivement, c'est toujours mieux. En fait, le principe est que la piscine hors sol, généralement, on dit qu'on enlève la barrière, enfin, on enlève l'échelle et ça, c'est bon. On peut conseiller de rajouter une barrière autour. Des fois, il y a des dispositifs qui existent qu'on peut mettre au milieu de la piscine, notamment des alarmes, mais il n'y a pas toutes les restrictions qu'il y a sur les partiellement et totalement enterrés. Ok, super clair. Merci. Alors, la piscine privée à usage collectif. Alors, là, ça va vous demander un peu plus de travail. Il y a une déclaration à faire en mairie. Il y a bien sûr les équipements obligatoires qu'on a vus juste avant. Va s'ajouter pour vous un contrôle sanitaire de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. Ce contrôle, en fait, c'est avant chaque ouverture, avant chaque saison, en fait, il faut que vous informiez l'ARS que vous allez ouvrir votre piscine. Alors, il y en a qui sont ouverts toute l'année, c'est super pratique. Nous, dans le Grand Est, je sais que on ouvre les piscines généralement quand elles sont pas couvertes autour du mois de mai. Donc, on envoie un petit message à l'ARS en leur disant « Hello, j'ouvre ma piscine ». Voilà. Et à partir de ce moment-là, eux sont
vont derrière envoyer quelqu'un pour faire des analyses. Des fois, c'est tout de suite à l'ouverture. Des fois, vous les voyez 3 mois après. Vous savez pas pourquoi. L'essentiel, c'est que vous les ayez prévenus. En parlant d'analyse, vous êtes obligé d'avoir un suivi quotidien tracé d'analyse de la qualité de l'eau. Donc ça va être le chlore, ça va être le pH. Vous avez tous ces éléments avec un petit carnet avec les résultats que vous avez prélevés tous les jours. Généralement, c'est avec une petite machine. Vous mettez votre petit échantillon, votre petit test, et puis vous faites vos petits chiffres. Et en termes de produits, vous avez également des restrictions. Vous avez certains produits qui ne sont pas autorisés pour le traitement, et vous avez une liste d'affichage obligatoire à mettre en place, notamment la profondeur, les conditions d'accès et ce genre de choses. Donc c'est un petit peu plus restrictif. Quand vous êtes en copropriété, c'est la copropriété qui est responsable généralement de ce genre de choses, donc c'est un peu plus facile. Ça demande un peu plus de technique quand c'est une piscine qui est partagée entre plusieurs meublés de tourisme ou en chambre d'hôtes, et ça demande beaucoup plus de travail parce qu'effectivement tous les jours il faut qu'il y ait une personne qui vienne faire l'entretien bien sûr, mais également les analyses et le suivi. Et comme dit, vous avez l'ARS qui vient faire une première visite généralement en début de saison et qui potentiellement peut refaire d'autres visites inopinées dans la saison pour contrôler votre cahier de suivi, mais également faire ses propres analyses, et selon ces résultats, parce qu'elles sont un peu plus complètes, les analyses de l'ARS, ça part en laboratoire, elle peut vous faire fermer temporairement votre piscine. Alors, au niveau des obligations, en termes de sécurité, il n'y en a pas énormément de manière générale dans les meublés de tourisme parce que, comme je le disais, jusqu'à 15 personnes, on est en réglementation habitation. Donc, de quoi vous allez avoir besoin, ça va être le classique détecteur de fumée qu'on connaît tous. Donc, minimum 1 par logement. On recommande de le tester et de le vérifier entre les séjours selon la taille du logement, en rajouter d'autres. Sachant que maintenant, les technologies des détecteurs de fumée se sont considérablement améliorées. Donc, vous allez avoir des détecteurs qui sont connectés. Donc, c'est des détecteurs où vous allez avoir des notifications si quelqu'un le déconnecte, si la batterie est bientôt vide, s'il y a un dysfonctionnement technique. Donc, ça permet effectivement un meilleur suivi. Et puis, vous en avez d'autres qui sont un peu plus simples, mais qui sont pas les basiques, où vous avez des batteries, notamment des batteries qui sont scellées à l'intérieur, ce qui évite que des voyageurs enlèvent les piles. Alors, enlève les piles, vous avez les voyageurs qui enlèvent les piles parce qu'ils veulent violer le règlement. Vous avez le voyageur qui va enlever les piles parce que ça va se déclencher inopinément ou autre. Et puis vous avez le voyageur qui vient pour Noël, qui a oublié les piles pour le cadeau de Noël et qui va vous prendre les piles dans le détecteur de fumée. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est au plafond, on va pas voir si les piles sont toujours dedans. Donc c'est vrai que les batteries scellées, voire encore plus les versions qui sont connectées, sont très intéressantes dans notre secteur, dans le sens où les logements ont des périodes vides où il peut se passer quelque chose, et donc dans ces cas-là, l'avantage de l'avoir en connecté, c'est que même si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez avoir l'information qu'il se passe quelque chose, ou au moins qu'il y a un défaut. Alors, au niveau de l'obligation, alors c'est 1 par logement, et il est recommandé d'en rajouter d'autres. Alors, c'est pas obligatoirement par étage, ça va être selon la configuration du logement. Vous avez un logement qui est tout en longueur, vous avez tout intérêt à en rajouter d'autres dans le logement, de manière à faire un relais effectivement, et quand c'est en étage, on en rajoute au niveau des étages. Vous avez également des systèmes qui sont connectés, où vous pouvez connecter les détecteurs de fumée ensemble, un peu comme il y a dans les hôtels, mais en beaucoup plus simple, dans le sens où, comme je vous disais, quand vous avez un logement qui est tout en longueur, ou un logement sur plusieurs étages, si le détecteur d'un étage se déclenche, ça va déclencher les autres. Donc ça peut être aussi intéressant selon la configuration de vos logements. Au niveau du gaz, donc ça c'est pour les propriétaires et les gestionnaires qui ont notamment des chaudières gaz. Vous avez une obligation d'entretien annuel de votre chaudière qui doit être fait par un
professionnel. Ça concerne également les chaudières fuel, bois et charbon et multicombustibles, les pompes à chaleur et les appareils de chauffage avec ventilation. Donc ça, à vraiment pas oublier, notamment sur les chaudières gaz. Alors ça va être en résonance avec le point suivant qui est le ramonage. Ça va vous permettre d'éviter un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz qui est indolore, incolore. Donc, ces logements-là, quand vous avez une cheminée, quand vous avez une chaudière gaz, rajoutez un détecteur de monoxyde de carbone. C'est pas obligatoire, mais ça peut sauver des vies. Et du coup, voilà, comme je vous disais, le ramonage, donc 2 par an, avec un en période de chauffe et par un professionnel. En termes d'obligations un petit peu plus spécifiques, pour les propriétaires de balcons, vous avez une obligation en termes de sécurisation. Ça va être les normes du garde-corps. Donc à vérifier. Les logements les plus récents en termes de construction, la question se pose pas trop. Sur ceux un peu plus anciens ou rénovés, de façon un peu plus artisanale, la question peut se poser. Donc la norme, ça va être en fait 2 points qui vont être pris en compte. Ça va être l'écartement, donc la dimension du garde-corps, donc sa hauteur par rapport au sol, l'écartement en bas, en haut, entre les différents éléments si jamais vous en avez un qui n'est pas plein, et vous allez avoir la résistance. Donc ça veut dire qu'on ne regarde pas simplement si un enfant peut passer au-dessus, en dessous, mais également si quelqu'un s'appuie dessus, est-ce que ça va rester. Donc bien vérifier vos factures d'achat ou poser la question avant l'achat et l'installation de vos garde-corps. Les lits superposés, alors on les oublie un petit peu ceux-là, mais ils ont également des normes. Pareil, ça va être des normes en termes de sécurité, en termes de résistance et en termes de sécurité des chutes. Donc pareil, n'hésitez pas à aller vérifier vos factures d'achat ou vérifier les références du produit avant d'investir dedans et de rajouter un petit écriteau, une petite affichette avec l'information que le couchage, en hauteur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Parce qu'effectivement, c'est la réglementation. Et donc, il faut l'afficher. Généralement, c'est écrit quelque part dans la notice, en petit, quelque part où on va pas le lire. Donc, n'hésitez pas à rajouter une petite affichette sur le lit ou à côté du lit. Et en parlant de lit, on a également le lit bébé qui a sa propre norme et qu'il faut également vérifier. Donc, en plus de vérifier l'état régulier de l'équipement, un petit rappel, pour les lits bébés parapluies, on ne rajoute pas de matelas dedans. Je sais que je me prends les foudres régulièrement des parents, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les lits bébés parapluies sont homologués uniquement pour le matelas qui est assez fin, qui paraît assez fin, mais il faut pas oublier qu'un enfant est très léger, donc il ne s'enfonce pas de la même manière dans le matelas qu'un adulte, qui entoure généralement le lit quand il est plié. C'est des matelas qui sont un peu lourds dans le sens où ils ont pour but de rester au fond. Si vous rajoutez en fait un matelas dans ces lits bébés qui sont souples, le bébé a risque de glisser sur les côtés et de finir sous le matelas, et malheureusement il y a chaque année des nourrissons qui décèdent étouffés de cette manière. Donc on ne rajoute pas de matelas dans les lits bébés parapluies. Et pour les lits bébés notamment en bois, on vérifie bien la hauteur du matelas qui est homologuée. Parce que selon le fabricant, selon la marque, le modèle de votre lit bébé, donc rigide en bois, généralement, vous allez avoir soit un repère qui est tracé au niveau du lit, soit c'est écrit sur la fiche produit, vous avez une limite pareille de hauteur qui a été homologuée pour le matelas, pour ce type de lit. Donc pensez bien à le vérifier pour la sécurité des bébés. Alors, j'ai vu passer une question pour la clim, je vais y arriver après. Alors, on va passer à la partie recommandations.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le détecteur de monoxyde de carbone. Alors, si vous êtes en 100% électrique, ballon d'eau, chauffage, oui, bien sûr, ça ne sert à rien de l'installer. D'ailleurs, les plateformes ont mis à jour, notamment Booking et Airbnb ont mis à jour, parce qu'avant Airbnb, vous aviez une case et quand vous la cochiez pas, ça vous mettait détecteur de monoxyde de carbone et ça vous mettait barré. Et là, vous aviez des gens où ils ne réservaient pas parce que vous n'aviez pas ce détecteur de monoxyde. Maintenant, que ce soit Booking ou Airbnb, ils ont rajouté une case qui met « Je n'ai pas de source de monoxyde de carbone », de manière à ce que vous ne soyez pas pénalisé parce que vous n'avez pas ce dispositif qui n'est pas obligatoire et qui de plus n'est pas nécessaire si vous n'avez pas de source. Effectivement, si vous avez une source, je vous recommande de l'installer, sachant que le coût n'est pas très élevé. Hein, c'est un investissement, on va dire, autour de 15 euros. Ça vaut le coup et ça permet de mettre en sécurité vos voyageurs, également d'éviter d'avoir la notion de détecteur de monoxyde barré, notamment sur Airbnb. Les extincteurs. Alors, les extincteurs, ça permet effectivement une réaction rapide en cas de début d'incendie pour limiter les dégâts. Après, c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une présentation complète parce que vous n'allez pas avoir le même type d'extincteur si vous avez pareil du 100% électrique, si vous avez une cheminée, si vous avez du gaz, si vous avez un barbecue au charbon. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a des normes qui existent, bien sûr, et l'autre élément, c'est l'entretien. Vous achetez un extincteur, vous pouvez pas le laisser dans un coin et dire que j'ai un extincteur. Ça a des dates de péremption et ça demande un entretien et une conservation spécifique. Donc, c'est important de bien se renseigner. Il y a quelque chose qui est un peu plus simple. Si vous voulez mettre un dispositif, ça va être la couverture coupe-feu. C'est une petite boîte généralement qui fait une dimension d'une feuille A5 sur 5-6 cm d'épaisseur. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très volumineux et qui peut effectivement, si vous avez un départ de feu, notamment par exemple un feu de friture, vous tirez, vous sortez la couverture, vous la posez sur la casserole et ça va limiter les dégâts. Après, effectivement, je peux comprendre, il faut avoir le sang-froid de le faire et le réflexe. Et du coup, effectivement, j'ai eu la question est celle de Catherine par rapport à la climatisation. Alors, la climatisation, l'entretien n'est pas obligatoire, mais nous le recommandons fortement par un professionnel, à savoir qu'effectivement, il y a plusieurs choses à prendre dans l'entretien de la climatisation. Il va y avoir la partie fluide, ça veut dire que les climatisations que vous avez, alors je parle pas des clims mobiles, hein, je parle des vraies climatisations installées. C'est un peu comme vos clims de voiture. À un moment donné, il faut les recharger, il faut remettre du gaz dans vos appareils et ça doit être fait par un professionnel. Généralement, la plupart des vendeurs, quand vous leur demandez d'acheter de quoi recharger votre clim, ils vous demandent votre attestation de formation ou les références de l'entreprise. C'est un peu comme l'habilitation électricité. Vous avez une habilitation pour l'entretien des climatisations. Et donc, la deuxième partie, donc la partie un petit peu moins glamour, c'est que dans vos climatisations, vous allez avoir en fait un risque de développement de bactéries et de moisissures, notamment au niveau des filtres, et qui ensuite sont envoyés via l'air, notamment les spores, dans le logement et ça peut causer des problèmes. Donc l'entretien n'est pas obligatoire mais fortement recommandé par un professionnel chaque année. Sachant que, hormis le côté un petit peu anxiogène, ça peut également vous apporter une certaine sérénité, dans le sens où vous allez anticiper. Si la saison chez vous commence au mois de mai, en avril, chaque année, vous allez dire j'appelle mon entreprise de proximité qui vient me faire mon entretien clim. Vous allez commencer la saison en sachant que votre clim a été vérifié, que les fluides ont été rechargés et ça vous évitera en pleine canicule le 20 juin d'avoir un appel d'un client qui vous dit « Je comprends pas, j'ai mis la clim à fond mais ça souffle pas de froid ». Et là, vous allez galérer à trouver un technicien qui va pouvoir venir parce qu'en fait, tout le monde va le solliciter pour des installations, pour des réparations.
Et si vous aviez pris le temps, vous aviez anticipé au mois d'avril cet entretien clim, cette problématique n'aurait peut-être pas eu lieu au mois de juin en pleine canicule, et vous auriez évité une insatisfaction voyageur, potentiellement un remboursement, potentiellement des frais supplémentaires pour une intervention rapide et urgente pendant un week-end ou en soirée d'un technicien. Donc voilà, il n'y a pas que de la sécurité pure, c'est aussi sécuriser votre chiffre d'affaires et sécuriser votre image de marque. Du coup, comme je vous le disais, je vous ai fait une petite liste des indispensables de l'été. Alors, on va sortir effectivement des obligations, mais ça va vous donner des petits tips pour sécuriser votre chiffre d'affaires et votre image de marque, comme je le disais à l'instant. Donc, c'est une autre version de la sécurité, mais qui peut être un vrai plus pour vous. Et là, on l'a vécu cette année, ces derniers jours avec la canicule, qui potentiellement apparemment reviendra la semaine prochaine. Voilà. Si on écoute les médias, on a El Niño cette année, donc ça veut dire que logiquement l'année prochaine, ça devrait être encore pire. Donc, je pense que c'est pas perdu comme information. Et je sais pas toi, mais à Séville, je pense que tu dois être bien au chaud également. Effectivement, d'où la gourde et la clim. Hydratation. Alors, comme je vous disais, effectivement, on a les fortes chaleurs. Donc, quand on parlait de sécurité, c'est donc sécuriser votre chiffre d'affaires, votre image de marque, mais également à travers le confort que vous allez apporter à vos voyageurs, vous allez sécuriser leur bien-être. On a vu effectivement que ces derniers jours, les les coups de chaleur, les insolations, les hyperthermies se sont développées, et des fois, effectivement, certains petits éléments en plus dans votre logement peuvent permettre aux voyageurs de passer un meilleur séjour et d'éviter de vous réveiller un matin avec un appel qui vous dit que le voyageur a été aux urgences et que la fin de séjour va être compliquée. Donc, on a le classique ventilateur sur pied qu'on connaît tous. N'oubliez pas de le nettoyer entre chaque saison. Ça prend la poussière pendant la saison, ça s'accumule sur les pales, ça s'accumule également à l'arrière avec le moteur, avec des risques de surchauffe et de court-circuit. Un petit élément simple, alors les housses de stockage des ventilateurs existent. Si vous avez des lieux de stockage qui ne sont pas visibles des voyageurs, pas besoin d'investir dans une housse à 15 €. Vous prenez un sac poubelle assez grand, vous mettez dessus, vous mettez une petite ficelle sur le pied, et vous pouvez stocker dans un endroit sécurisé, éviter les zones humides pour le stockage, notamment en hors saison, qui peuvent fragiliser les équipements, et ensuite court-circuit derrière à la reprise et début d'incendie. Alors moi, j'ai vécu de nombreuses années à l'étranger, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit quasiment partout, notamment aux Antilles et en Afrique. C'est les brasseurs d'air au plafond. Donc maintenant, on en a des très glamour, des très jolis avec des belles finitions en couleur. Ça n'a rien à voir avec ceux qu'on avait il y a une vingtaine d'années en métal blanc bien moche. Donc ça peut également rajouter une petite touche déco dans vos logements. Mais pareil, pensez bien à le nettoyer régulièrement, parce que la poussière s'accumule sur ces éléments. Donc notre ami la climatisation réversible, qui peut vous permettre dans certaines zones d'avoir le chauffage en hiver. Donc c'est vrai qu'il y a des zones où investir dans des radiateurs, ça prend de la place, et l'investissement est des fois un peu élevé pour quelques jours de chauffe dans l'année, en fonction des secteurs où vous êtes. Et effectivement, la climatisation peut permettre de compenser des périodes un peu plus fraîches en hiver, qui ne nécessitent pas non plus l'installation d'une chaudière ou d'un poêle à bois. Les stores occultants, donc ça va avec les volets et pour les fenêtres Velux également. C'est très important. Ça va vous permettre effectivement de créer de l'ombre, ou d'essayer de limiter l'impact du rayonnement sur les vitres. On a de nombreux logements avec des très belles grandes baies vitrées. Malheureusement, dans certaines zones, notamment dans les zones ABF, donc les zones qui sont régies par les architectes des bâtiments de France, vous ne pouvez pas toujours mettre des stores ou mettre des volets. Il existe des films anti-chaleur que vous pouvez mettre sur les vitrages les plus exposés, ce qui peut limiter
la chauffe. C'est pas la solution miracle, mais ça peut limiter et permettre de réduire de quelques degrés quand malheureusement vous n'avez pas cette possibilité, parce qu'effectivement il y a beaucoup de zones en France où vous n'allez pas pouvoir mettre de volets, vous n'allez pas pouvoir mettre de store, vous n'allez pas pouvoir mettre le type de fenêtre exactement que vous voulez. Donc ça peut être une solution pour s'adapter. Donc, je vous parlais du public sensible. Dans le public sensible, alors, il y a les personnes âgées, mais bon, ça, c'est un paramètre où il y a le caractère qui rentre en forme et c'est pas toujours facile. Et il y a un public très sensible, ça va être les enfants. Les enfants n'ont pas la même capacité que nous à gérer la forte chaleur, dans le sens où effectivement en tant qu'adulte on sait, on va anticiper, on va boire en anticipation, on va pas attendre d'avoir soif pour boire, on va pas attendre d'être mal pour se mettre à l'ombre ou d'aller dans une pièce plus fraîche. Les enfants c'est un peu plus compliqué. Il y a des choses qui peuvent être assez simples à mettre en place pour faciliter le séjour des parents et du coup la sécurité et le bien-être des enfants. Ça va être les baignoires bébés. C'est vrai que maintenant on a de plus en plus de logements avec des douches. Effectivement, c'est pas toujours possible d'avoir une piscine, un jacuzzi, un petit bassin extérieur, mais effectivement une petite baignoire pliante quand vous n'avez pas beaucoup de place, ça peut effectivement permettre aux parents de mettre leurs enfants au frais quelques minutes et de les aider à réguler leur température. Pour les logements avec jardin, c'est assez sympa, la douche extérieure. Après, effectivement, il peut y avoir tous les jeux avec les jets d'eau, on a la fleur qui tourne, on a le système d'arrosage en arc de cercle, il y a plein de petites solutions. Pareil, les petits bassins fraîcheurs, donc on pense souvent aux petits coquillages qu'on a tous connus dans notre enfance. Alors à l'époque ils étaient bleus, maintenant il y a plein de variantes. Ça c'est à faire très attention parce que les enfants peuvent se noyer dans une hauteur d'eau très basse. Donc bien sensibiliser les voyageurs avant leur utilisation, éviter de les laisser remplis, laisser plutôt le fait de les remplir aux soins des parents qui vont décider si effectivement ils souhaitent l'utiliser ou non. Essayer d'avoir des ombres d'ombre. Alors ça va se faire avec des parasols, avec des stores, avec des pergolas, ça peut être également avec de la végétation. Et bien sûr, si vous accueillez des familles, pensez au ventilateur, ça va être un indispensable parce que pareil, les enfants peuvent très très vite avoir chaud et gèrent beaucoup moins bien ces périodes-là. Et des parents inquiets, c'est des parents qui derrière vont être beaucoup moins satisfaits et risquent d'être beaucoup plus pénalisants dans les notes, même si on n'y peut rien. Il fait chaud. Personne ne l'a choisi. Si ça se trouve dans leur maison chez eux ou dans leur appartement, il fait encore plus chaud, mais ils vont avoir cette exigence et qui va vous pénaliser. On voit de plus en plus sur les groupes de propriétaires et de gestionnaires des personnes qui partagent des commentaires de voyageurs qui disaient que c'était très bien, mais il faisait trop chaud. Voilà. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde, on n'arrivera jamais à la perfection, mais voilà, si on peut mettre à disposition des éléments pour le confort des voyageurs, c'est toujours un plus. Nous avons des chanceux qui ont des espaces extérieurs, des balcons, des terrasses, des jardins. N'hésitez pas, pour valoriser vos biens, à mettre en place des équipements, donc comme je vous disais, store, pergola, des chaises, des petits salons de jardin, des petits éclairages, des petits transats, et créer des zones de fraîcheur. Et n'hésitez pas à prévoir des jeux pour les enfants. Donc pareil, les zones de fraîcheur, ça peut être effectivement des zones un peu plus ombragées pour justement pouvoir se mettre dans un coin un peu plus agréable plutôt que d'avoir une terrasse en plein soleil. L'indispensable de l'été avec les terrasses, les balcons, les jardins, ça va être le barbecue, qui est très demandé, très sollicité. Mais le barbecue, on se pose souvent la question duquel choisir. Donc, au niveau des barbecues, les plus courants, ça va être le barbecue gaz, le barbecue électrique et le barbecue charbon. Avant de partir dans le choix de manière générale, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Vous êtes en copropriété, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé par le règlement de copropriété?
Ça sert à rien d'investir dans un barbecue si c'est interdit. Si le barbecue charbon est interdit, on se pose même pas la question. L'autre élément à prendre en compte, c'est quelles sont les réglementations locales. Vous allez me dire quel est le rapport avec mon barbecue. Eh bien, vous avez des zones où vous avez des arrêtés, notamment municipaux ou préfectoraux, qui limitent l'utilisation de certains types de barbecue. Généralement, c'est le barbecue charbon qui est visé, mais n'hésitez pas à vérifier. Vous avez également, donc pendant qu'on parle du sujet des arrêtés, des zones où vous avez beau avoir un logement qui est non fumeur, le voyageur ne pourra pas obligatoirement fumer à l'extérieur. Notamment si vous êtes proche de massifs forestiers, vous avez des périmètres dans lesquels vous ne pouvez pas fumer, même à l'extérieur de votre logement. Donc ça, c'est très important de bien vérifier qu'il n'y ait pas d'arrêté, donc soit préfectoral, soit municipal, dans la zone de votre logement et d'informer les voyageurs des restrictions que vous pouvez avoir. Donc le plus courant, c'est quand même le barbecue, mais il y en a d'autres, notamment avec la partie cigarette. Donc voilà. Donc dans le choix des barbecues, ça va être effectivement, alors vous avez les puristes qui vont vous dire celui-là, la viande est meilleure, celui-ci, la cuisson, un tel. Soyons honnêtes, moi de mon côté, je suis nulle en barbecue, c'est pas du tout mon domaine. Par contre, je vous ai fait plutôt un comparatif vraiment sur la partie sécurité. Donc, au niveau du gaz, vous allez avoir un contrôle de la température, dans le sens où vous maîtrisez l'arrivée de gaz. Généralement, vous avez un bouton avec une puissance, un petit peu comme sur les gazinières, qui vous permet de contrôler la température. Vous évitez les risques de flambée, dans le sens où la flamme est limitée à la zone du brûleur. Et du coup, vous limitez également les risques de brûlure et d'incendie. L'allumage, il est facile. Généralement, c'est un petit bouton sur lequel vous appuyez, ça fait une petite étincelle et ça déclenche la flamme. Et la fin, bah, c'est comme à la maison sur une gazinière, vous tournez le bouton, c'est fini. Où sont les inconvénients? Ça va être le risque de fuite et le stockage. Donc le risque de fuite, pourquoi? Parce que généralement, vous avez soit des chanceux qui ont des balcons avec du gaz de ville, oui, ça existe, et vous avez sinon les bouteilles de gaz. Donc vous avez un flexible qui vous permet d'aller donc de la sortie de gaz ou de la sortie de la bouteille jusqu'à votre barbecue, et ces flexibles ont une date de péremption. Donc l'année est marquée dessus, donc n'hésitez pas à le contrôler pour vérifier. Il y a des raccords, donc il y a un risque de fuite, et bien sûr le stockage des bonbonnes de gaz à surveiller. La partie électrique, donc pareil, contrôle de la température, c'est un peu comme votre plaque de cuisson à la maison. Pas de risque de flambée à contrôler, pas de risque de brûlure, pas de risque d'incendie. C'est voilà, c'est un peu comme votre plaque vitraux ou une plancha. Il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de combustible. Donc, contrairement au gaz, il n'y a pas de combustible, et bien sûr, il n'y a pas de gaz. Là où ça peut être risqué, donc c'est la sensibilité à l'eau et le risque électrique. Le charbon, c'est celui qui a le plus d'inconvénients, dans le sens où effectivement il n'y a pas de gaz, c'est plus facile à bouger quand vous en avez des petits. Par contre, l'allumage est risqué. On connaît tous le tonton qui se dit ça marche pas avec les petites brindilles, je vais prendre le white spirit ou je ne sais pas trop quel produit bizarre et allumer le truc, et tout à coup vous avez une grosse flamme qui fait pouf. Voilà, la gestion des cendres. Parce qu'à la fin, en fait, quand vous arrêtez votre barbecue, le gaz, l'électricité, vous mettez sur off, c'est fini. Là, vous allez avoir des cendres, et en fonction de ce que vous en faites, elles peuvent s'envoler, elles peuvent lancer un départ de feu quelque part, elles peuvent se rallumer. Donc ça, c'est très dangereux. Vous allez avoir donc la gestion des braises. Donc vous avez ces petits blocs de charbon, votre bûchette qui se consume. Donc ça peut être dangereux, notamment quand il y a des enfants autour, quand vous êtes en train de prendre l'apéro, qu'il y a des fois un petit peu d'alcool, ça peut effectivement être risqué. Et bien sûr le classique retour de flamme. Dans la gestion des risques également, on a les nuisibles qui se développent de plus en plus. Donc, on a nos classiques moustiques qui sont de plus en plus présents et de plus en plus tôt dans nos différentes régions.
il y a de moins en moins de régions épargnées. Donc selon là où vous êtes, c'est vrai que ça peut être intéressant d'investir dans des moustiquaires aux fenêtres, notamment des chambres, ou de proposer des prises anti-moustiques, notamment. Alors moi j'ai travaillé en hôtel, comme je vous le disais. J'ai travaillé dans un hôtel qui était proche d'une rivière et effectivement du coup on avait des moustiques. On mettait à disposition dans les chambres d'hôtel les petites prises anti-moustiques. Et effectivement, vous pouvez mettre des répulsifs, mettez-les dans des zones qui ne sont pas accessibles aux enfants pour éviter tout incident, comme avec les produits ménagers notamment. On évite les eaux stagnantes, les petites gamelles qui restent à droite à gauche sous les pots de fleurs. Les moustiques, ils adorent ça. Et également, en saison estivale, c'est les guêpes, les frelons qui sont également de retour. Donc, n'hésitez pas à traiter, à faire appel à des professionnels dès que vous voyez les premiers qui apparaissent, parce qu'effectivement, après, ça se développe assez vite et ça peut être très grave au niveau des piqûres s'il y a un incident auprès d'un de vos voyageurs. N'hésitez pas à laisser des petits conseils, des petites informations dans le livret d'accueil que vous proposez aux voyageurs, avec les contacts d'urgence, avec où se trouve peut-être le répulsif pour insectes, comment les informer de vous prévenir si jamais ils voient l'arrivée de guêpes. Et après, il y a des choses un petit peu plus sympas pour éloigner les moustiques. Donc après, c'est aussi selon vos climats, hein, soyons honnêtes, on va pas planter la même chose à Lille qu'à Marseille, mais vous pouvez mettre en fait des plantes, notamment sur vos balcons, au bord des fenêtres. Alors je dis pas que c'est le produit miracle, hein, soyons honnêtes, mais ça limite les moustiques, notamment avec les géraniums odorants. La lavande, la citronnelle, le basilic et la menthe, c'est des plantes qui n'aiment pas trop. Et du coup, ça peut faire des jolies jardinières et limiter un petit peu l'invasion. Je dis pas que c'est un produit miracle, mais voilà, ça peut être un élément sympa à mettre en place. Donc voilà. Et une dernière sensibilisation avant de passer aux questions, s'il y en a qui traînent. N'hésitez pas, tous ceux qui habitent dans les zones de forêt, à vérifier les réglementations en termes de débroussaillage et d'élagage des arbres au niveau des logements, que ce soit respecté par vos copropriétés ou autour de vos logements. C'est pas pour vous embêter, c'est pour essayer de limiter la propagation des feux quand ils arrivent et également assurer le bon déploiement des pompiers. Voilà. Est-ce qu'on a des questions? Je crois qu'il y a une question de Hélène à laquelle on n'a pas répondu. Si on revient sur le ERP, elle nous demande si les meublés sont mitoyens. Est-ce que ça pose problème? Alors, généralement, ce qui est calculé, c'est les entrées. Donc, si vous avez deux maisons côte à côte qui ont chacune leur entrée, dans ces cas-là, ça ne pose pas de problème. Ok, je regarde s'il reste d'autres questions, mais je pense que ça avait l'air assez clair. Il n'y a pas beaucoup de questions en tout cas. Parfait. Je rajouterai dans la présentation une petite slide sur la prévention des feux de forêt avant que tu la transmettes. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va vous envoyer par email un petit replay. Donc la vidéo, vous pourrez la trouver sur YouTube si vous n'avez pas suivi tout le live. Et voilà, on mettra aussi toute la présentation que vient de faire Marie. Comme ça, vous avez toutes les ressources à portée de main. Alors, j'en profite aussi, c'est pas la première présentation qu'on fait toutes les deux sur la sécurité. Donc, si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à en faire part à Logify et on verra effectivement pour vous faire une autre présentation et essayer de répondre à d'autres problématiques que vous pourriez avoir. Peut-être pour terminer, est-ce que tu veux nous en dire plus sur Secure Score? Je pense qu'on ne s'est pas attardé là-dessus et ça peut être hyper intéressant pour les propriétaires. Oui, alors en fait, Secure Score, on l'a lancé maintenant il y a 2 ans, suite effectivement à un incendie. Enfin, en fait, on a eu une année en Alsace où on a eu
un nombre important d'incendies dans du meublé de tourisme et ça nous a un petit peu perturbés. On a essayé de trouver une solution pour mettre en place un outil comment dire ça, donner un outil aux propriétaires, aux gestionnaires, pour essayer d'évaluer justement le niveau de sécurité des meublés de tourisme et essayer de sensibiliser. C'est pour ça effectivement que je participe à des webinaires. On a également un blog avec des articles pour sensibiliser chacun à la sécurité. Pour être honnête, là actuellement, on est en train de refaire tout le questionnaire de SecureScore et on travaille avec Bureau Veritas pour vous proposer une meilleure version de notre questionnaire pour obtenir une note qui va de A à E. C'est un petit peu le Nutri-Score de la sécurité des meublés de tourisme. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur l'ERP. Alors oui, il y a monopropriété et monoactivité. Donc monopropriété, c'est quand vous avez un seul propriétaire qui a tout l'immeuble, et monoactivité, c'est quand il y a une seule activité, donc uniquement du meublé de tourisme dans un immeuble. On passe en ERP si on dépasse on dépasse le nombre de 15 personnes dans l'immeuble. À savoir que il y a des contrôles qui sont faits notamment par des mairies qui sont un peu plus strictes, et quand elles se rendent compte que dans l'immeuble, en fait, même s'il y a 3 propriétaires, mais c'est 3 SCI qui appartiennent à la même famille, elles peuvent requalifier ça en monopropriété. Monoactivité, c'est si vous faites uniquement du meublé de tourisme. Donc je sais que certains propriétaires laissent un logement en location classique ou le mettent en location en bail mobilité. J'espère que j'ai répondu à votre question, Ursula. Je vois qu'on a répondu à tout le monde, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci encore, hein, Marie. Et on a respecté le timing. Et ouais, on est pile à l'heure. Donc un grand merci en tout cas pour ton expertise sur le sujet. On vous enverra tout ça par mail, comme ça vous aurez accès à toutes les slides. Et on vous enverra la vidéo si jamais ça vous intéresse de revoir le replay ou de le partager. Si vous avez besoin d'un outil pour gérer vos locations, allez faire un petit tour sur le G5, vous verrez un peu ce qu'on propose, notre promo en ce moment. Et puis, je pense qu'on peut juste vous souhaiter une super haute saison et bon courage avec ces températures un petit peu extrêmes. Eh bien, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être présente avec Logify. N'hésitez pas, ceux qui ont des questions, à nous contacter sur LinkedIn ou nous envoyer un petit mail ou autre, et ce sera avec grand plaisir. Le mail sera dans la présentation que vous enverrez à Logify, comme ça on pourra répondre de façon plus précise à vos questions. Très belle journée à tous. À bientôt.